Correspondance, Martine Jacob. Aujourd'hui, Correspondance est consacrée à Émile Zola et à Paul Cézanne, en fait, à leur amitié qui dura plus de 40 ans. Émile Zola n'a que 9 ans lorsque son père meurt. François Zola, d'origine italienne, était un brillant ingénieur qui avait participé à la conception et à la réalisation du barrage au-dessus d'Aix-en-Provence. Il mourut avant que le barrage ne fût terminé. La compagnie fit alors faillite et la famille de Zola sombra dans la pauvreté. Lorsque la famille d'Émile Zola, installée dans le nord de la France, avait quitté cette région pour s'installer à Aix-en-Provence, Émile fut inscrit au lycée Bourbon. Il a alors 13 ans. Il est considéré comme un étranger avec un drôle d'accent. De plus, il souffre d'un léger zézément, il n'est pas très grand. Il n'en faudra pas plus pour qu'Émile devienne le souffre-douleur de ses petits camarades de classe. Et puis il y a Paul. Paul Cézanne, un peu plus âgé qu'Émile Zola, il a 1 an de plus. Il est lui aussi d'origine italienne et il vit à Aix-en-Provence où son père autodidacte est passé de fabricant de chapeaux à créateur de la première banque aixoise. 1853-1854, c'est à cette époque que naquit la célèbre amitié qui lia Émile Zola à Paul Cézanne. Émile et Paul avaient en commun l'amour de la musique et l'amour de la lecture. Émile jouait de la clarinette et Paul du cornet. En littérature, leur choix allait vers Hugo, Musset, de jeunes gens brillants, de jeunes gens qui avaient le même objectif, quitter Aix-en-Provence qu'ils trouvaient étriquée pour rejoindre Paris, la ville de tous les espoirs, la ville où tout était permis. Cézanne obtient son bac, mais contre son gré, doit suivre des études de droit à Aix-en-Provence pour plus tard travailler dans la banque de son père. Zola a 18 ans, il quitte Aix pour rejoindre sa mère qui habite Paris et pour terminer ses études à Paris. Mais là, il se sent seul, il est malheureux, sans argent. Et même s'il n'aimait pas la ville d'Aix-en-Provence, Aix lui manque. Il y a laissé ses amis et surtout Paul, son frère de cœur. À Paris, Zola ne connaît personne. Il regrette son cher Cézanne, son collège, cette vieille ville d'Aix-en-Provence silencieuse, ses randonnées dans la campagne. Zola entamera alors une longue correspondance avec ses amis Cézanne, Baye, Bayer, Marguerite. 14 juin 1858. Mon cher Cézanne, je suis un peu en retard dans ma correspondance, mais je te prie de croire que c'est par un concours inouï de circonstances que je ne tâcherai pas de t'expliquer parce que ce serait trop long. Il fait une chaleur épouvantable et nageante. Or, comme mon feu poétique est en raison inverse du feu que lance le divin Apollon, je me contenterai de t'écrire en simple prose pour aujourd'hui. D'ailleurs, je suis comme M. Hugo, j'aime les contrastes. Ainsi, après une épître poétique, je t'envoie une épître prosaïque, de sorte qu'au lieu de t'endormir complètement, je ne ferai que t'assoupir. Mon cher ami, je vais t'annoncer une chose, mais une chose charmante. J'ai déjà plongé mon corps dans les eaux de la Seine à la large largeur, à la profonde profondeur. Mais là, il n'y a pas de pain séculaire, mais là, il n'y a pas de source fraîche pour faire rafraîchir la dive bouteille. Mais là, il n'y a pas un Cézanne à la large imagination, à la conversation enjouée et piquante. Aussi, foin de la Seine, me suis-je écrié, et vive la gourde palette et nos célestes parties sur les bords qui l'avoisinent. Paris est grand, plein de récréations, de monuments, de femmes charmantes. Aix est petit, monotone, mesquin, rempli de femmes.
Le bon Dieu me garde de médire les Aixoises. Et malgré tout cela, je préfère Aix à Paris. Serait-ce les pins ondulants au souffle des brises? Serait-ce les gorges arides, les rochers entassés les uns sur les autres? Serait-ce cette nature pittoresque de la Provence qui m'attire à elle? Je ne sais pas. Cependant, mon rêve de poète me dit qu'il vaut mieux un rocher abrupt qu'une maison nouvellement badigeonnée. Le murmure des flots que celui d'une grande ville. La nature vierge qu'une nature tourmentée et apprêtée. Serait-ce plutôt les amis que j'ai laissés là-bas, dans les voisinages de l'Arc, qui m'attirent dans le pays de la bouillabaisse et de l'aïoli? Certainement, ce n'est que cela. Je vois tant de jeunes gens ici visant à l'esprit, se croyant d'une condition plus élevée que les autres, ne voyant du mérite que dans eux et n'accordant aux autres qu'une large part de stupidité, que je désire revoir ceux dont je connais le véritable esprit, et qui, avant de jeter la pierre aux autres, considèrent si on ne pourrait pas leur en jeter une. Tiens, je suis d'un sérieux énorme aujourd'hui. Il faut me pardonner les réflexions assez plates que je viens de faire, mais vois-tu, quand on se met à regarder le monde d'un peu plus près, on remarque que c'est si mal emmanché qu'on ne peut s'empêcher de faire le philosophe. Au diable la raison et vive la joie. Que fais-tu de ta conquête? Lui as-tu parlé? Un polisson, tu en serais, ma foi, bien capable. Jeune homme, vous vous perdez, vous allez faire des folies, mais j'irai bientôt empêcher cela. Je ne veux pas qu'on me détériore mon Cézanne. Nages-tu? Fais-tu la noce? Peins-tu? Joues-tu du cornet? Poétises-tu? Enfin, que fais-tu? Et ton bachot, cela roule-t-il? Tu vas couler tous les mètres, ah sacrebleu. Nous nous amuserons bien, j'ai des idées difformes, c'est gigantesque, tu verras. Que fait Baye? Que fait Bayeur? Que fait Marguerite? Ces individus m'intéressent au plus haut point. Ce sont après toi ceux qui me donnent le plus dans l'œil. Ce sont de bons garçons, qui ont certes chacun leurs petits défauts, mais ces défauts, de même qu'un signe noir fait ressortir la blancheur d'une femme, ces défauts font resplendir leur brillante qualité. J'ai fini ma comédie d'enfoncer le pion. Elle a mis les quelques vers. Il faudra que tu gobes tout cela aux vacances. Tu les goberas. Baye les gobera, tous les goberont. Je serai sans pitié. Vous aurez beau dire que vous en avez assez, je vous en donnerai encore. C'est une provision de parole que je vous porte. Mais je ne vous prends pas en traître, je vous avertis d'avance. Vous pouvez donc me rendre l'appareil en vous réunissant tout en composant une nouvelle pucelle pour attenter à ma vie active. Dieu de Dieu est-il permis qu'il y ait sous la calotte des cieux un être aussi plat que moi? J'écrirai aux 3 individus ci-dessus nommés très prochainement. Je ne sais pas comment je m'arrange, mais je ne travaille pas du tout. Et pourtant, je n'ai pas un moment à moi. Je ne raconte rien dans ma lettre parce que je fais une provision de récits pour porter à Aix. Nous tenons aujourd'hui le 14, il n'y a donc plus que 2 mois. Cela ne vient pas trop vite, mais au moins cela marche toujours. Bonjour aux amis et à tes parents. Envoie-moi donc, si tu as le temps, quelques jolies pièces de verre. Cela me distrait tout en me faisant plaisir. Quant à moi, je suis mort à la poésie pour quelque temps. Que tu vas remporter de couronne? Quels applaudissements va exciter la distribution des prix? Quant à moi, je te réponds que je n'attraperai pas de courbature. Je tâche d'avoir un prix, celui de la narration, et si je l'ai, ce sera tout. Que veux-tu? Il n'est pas donné à tout le monde de briller. Il y a tant de sots que l'on peut sans déshonneur leur tenir compagnie. À quoi faire continuer à entasser bêtise sur bêtise? Selon moi, 4 pages suffisent. Attends pour que je donne courant à toutes mes idées biscornues, que je sois près de toi. Jamais tu n'en auras tant, oui. Je termine donc ma lettre, mon cher ami. Je viens de composer en chimie, j'en suis encore tout ahuri. Il n'y a rien qui agisse autant sur mes nerfs que la chimie. D'abord, tout ce qui est du genre féminin me fait cet effet-là. Bon, il fallait bien finir par une bêtise. À bientôt, ton ami dévoué. Je viens de relire ma lettre, elle est littéralement stupide, sans suite, sans français, sans style. Pardonne-moi d'écorcher ainsi tes oreilles.
Zola. Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. C'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, détache plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint, il laisse s'accomplir la magie de ses mains. Cézanne peint, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Vibre la lumière, chanter les couleurs. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne peint, il laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Cézanne peint, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Quand Cézanne peint, Cézanne peint, Cézanne répondra. Depuis que tu as quitté Aix, mon cher, un sombre chagrin m'accable. Je ne mens pas, ma foi. Je ne me reconnais plus moi-même. Je suis lourd, stupide, lent. Nous pensons que tu viendras à Aix aux vacances et qu'alors, nom d'un chien, alors vive la joie. Nous avons projeté des chasses monstrueuses et aussi difformes que nos pêches. Zola a donc rejoint Paris en 1858. Cézanne, qui est tombé amoureux d'une jolie Aixoise, écrit un long poème qu'il envoie à Zola. En voici un petit extrait. Mon cher, tu sais, ou bien tu ne sais pas, que d'un amour subi j'ai ressenti la flamme. Tu sais de qui je chéris les appas, c'est d'une gentille femme. Brun est son teint, gracieux est son port, bien mignon est son pied. La peau de sa main fine, enfin dans mon transport, j'augure,
en inspectant cette taille divine que de ses beaux tétons l'albâtre est élastique, bien tourné par l'amour. Le vent, en soulevant sa robe d'une gaze de couleur magnifique, laisse d'un rond mollet deviner le charmant contour. À Paris, Zola tombe malade. Il espace alors sa correspondance. Il est épuisé. Cézanne, en termes de reproche, écrit ces quelques vers le 17 janvier 1859. Il a 20 ans. Cézanne. Mais j'observe, mon cher, que depuis 15 jours, notre correspondance a relâché son cours. Serait-ce par hasard l'ennui qui te consume, ou bien ton cerveau pris par quelque fâcheux rhume te retient malgré toi dans ton lit, et là tout te chagrinerait-elle? Hélas, ce n'est pas doux, mais pourtant mieux vaut ça que d'autres maux encore. Peut-être est-ce l'amour qui lentement dévore ton cœur? Oui? Non? Ma foi, je n'en sais rien, mais si c'était l'amour, je dirais « ça va bien ». À quoi je répondrai que pour ne plus t'ennuyer, tu dois m'écrire au plus tôt si empêchement grave n'est pas. L'arrivée de Cézanne à Paris est plusieurs fois reportée. Cézanne à Aix-en-Provence suit des cours de dessin. Le réalisme de Courbet est d'actualité au salon parisien. Zola réagit et écrit à Cézanne le 25 mars 1860. « Mais que voulez-vous dire avec ce mot de réaliste? Vous vous vantez de ne peindre que des sujets dénués de poésie? Mais chaque chose a la sienne, le fumier comme les fleurs. Serait-ce parce que vous prétendez imiter la nature servilement? Mais alors, puisque vous criez tant après la poésie, c'est dire que la nature est prosaïque. Et vous en avez menti. C'est pour toi que je dis cela, monsieur mon ami, monsieur le grand peintre futur. C'est pour te dire que l'art est un, que spiritualiste, réaliste ne sont que des mots, que la poésie est une grande chose, et hors de la poésie il n'y a pas de salut. J'ai fait un rêve l'autre jour. J'avais écrit un beau livre, un livre sublime que tu avais illustré de belles, de sublimes gravures. Nos deux noms en lettres d'or brillaient, unis sur le premier feuillet, et dans cette fraternité de génie, passaient inséparables à la postérité. Ce n'est encore qu'un rêve, malheureusement. Zola écrit encore. T'avoir auprès de moi, babiller tous deux comme autrefois, la pipe aux dents et le verre à la main, me paraît une chose tellement merveilleuse, tellement impossible, qu'il est des moments où je me demande si je ne m'abuse pas et si ce beau rêve doit bien se réaliser. Paul Cézanne arrive à Paris en avril 1861. Et Zola l'accueille chaleureusement. Cézanne s'inscrit à l'Académie suisse, où il fait la connaissance d'Armand Guillaumin, de Camille Pissarro. Néanmoins, Cézanne s'adapte mal à la vie parisienne. L'entente avec Zola se détériore. En fait, Zola aurait voulu que Cézanne devienne un écrivain et non un peintre. Puis vient le moment de la brouille. De cette brouille entre Zola et Cézanne, ses amis de toujours. L'origine? Zola publie L'œuvre, un roman dans lequel Cézanne se reconnaît sous les traits de Claude Lantier, peintre maudit et aigri au génie avorté. Zola écrit « J'éprouve une joie profonde, mon ami, à m'entretenir seul avec toi. Tu ne saurais croire combien j'ai souffert pendant cette querelle que je viens d'avoir avec la foule, avec des inconnus. Je me sentais si peu compris, je devinais une telle haine autour de moi que souvent le découragement me faisait tomber la plume de la main. Je puis aujourd'hui me donner la volupté intime d'une de ces bonnes causeries que nous avons depuis 10 ans. C'est pour toi seul que j'écris ces quelques pages. Je sais que tu les liras avec ton cœur et que demain, tu m'aimeras plus affectueusement. Nous avons remué des tas effroyables d'idées, nous avons examiné et rejeté tous les systèmes et après un si rude labeur, nous nous sommes dit qu'en dehors de la vie puissante et individuelle, il n'y avait que mensonges et sottises. Heureux ceux qui ont des souvenirs. Je te vois dans ma vie comme ce pâle jeune homme dont parle Musset.
Tu es toute ma jeunesse. Je te retrouve mêlée à chacune de mes joies, à chacune de mes souffrances. Nos esprits dans leur fraternité se sont développés côte à côte. Aujourd'hui, au jour du début, nous avons foi en nous parce que nous avons pénétré nos cœurs et nos chairs. Nous vivions dans notre ombre, isolés, peu sociables, nous plaisant dans nos pensées. Nous nous sentions perdus au milieu de la foule complaisante et légère. Nous cherchions des hommes en toutes choses. Nous voulions, dans chaque œuvre, tableau ou poème, trouver un accent personnel. Nous affirmions que les maîtres, les génies, sont des créateurs qui, chacun, ont créé un monde de toutes pièces, et nous refusions les disciples, les impuissants, ceux dont le métier est de voler çà et là quelques bribes d'originalité. Sais-tu que nous étions des révolutionnaires sans le savoir? Je viens de pouvoir dire tout haut ce que nous avons dit tout bas pendant 10 ans. Le bruit de la querelle est allé jusqu'à toi, n'est-ce pas? Et tu as vu le bel accueil que l'on a fait à nos chères pensées. Ah, les pauvres garçons qui vivaient sainement en pleine Provence sous le large soleil et qui couvaient une telle folie et une telle mauvaise foi. Je n'ai dit que mon opinion tout naïvement, car tu l'ignorais sans doute, je suis un homme de mauvaise foi. Le public a déjà commandé plusieurs douzaines de camisoles de force pour me conduire à Charenton. Je ne loue que mes parents et mes amis. Je suis un idiot et un méchant, je cherche le scandale. Cela fait pitié, mon ami, et cela est fort triste. L'histoire sera donc toujours la même. Il faudra donc toujours parler comme les autres ou se taire. Te rappelles-tu nos longues conversations? Nous disions que la moindre vérité nouvelle ne pouvait se montrer sans exciter des colères et des huées. Et voilà qu'on me siffle et qu'on m'injurie à mon tour. Vous autres peintres, vous êtes bien plus irritables que nous autres écrivains. J'ai dit franchement mon avis sur les médiocres et les mauvais livres, et le monde littéraire a accepté mes arrêts sans trop se fâcher. Mais les artistes ont la peau plus tendre. Je n'ai pu poser le doigt sur eux sans qu'ils se mettent à crier de douleur. Il y a eu émeute. Certains bons garçons me plaignent et s'inquiètent des haines que je me suis attirées. Ils craignent, je crois, qu'on me ne m'égorge dans quelque carrefour. Et pourtant, je n'ai dit que mon opinion. Je crois avoir été moins révolutionnaire qu'un critique d'art de ma connaissance qui affirmait dernièrement à ses 300 000 lecteurs que M. Baudry était le premier peintre de l'époque. Jamais je n'ai formulé une pareille monstruosité. Un instant, j'ai craint pour ce critique d'art. J'ai tremblé qu'on allât l'assassiner dans son lit pour le punir d'un tel excès de zèle. Et on m'apprend qu'il se porte à ravir. Il paraît qu'il y a des services qu'on peut rendre et des vérités qu'on ne peut dire. Zola. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans
impuissance à les aider. Et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent, mais voir un ami pleurer. Zola avait rencontré le succès dès 1877 à l'âge de 37 ans avec l'Assommoir, alors que Cézanne devra attendre 1895 pour sa première exposition annuelle des Beaux-Arts. Jusqu'alors, le jury de cette académie avait toujours refusé l'étoile de Cézanne. Zola avait même pris la plume pour défendre son ami. La première exposition personnelle organisée par le marchand de tableaux Ambroise Vollard en 1895 s'était heurtée à l'incompréhension du public, mais lui valut enfin l'estime des artistes comme Pissarro, Degas, Renoir. Cézanne, le père des peintres impressionnistes français, précurseur du cubisme, ce génie de la peinture que la ville d'Aix-en-Provence avait ingratement dédaigné. Zola mourut d'asphyxie le 29 septembre 1902, à l'âge de 62 ans. Était-ce un homicide involontaire, une mésaventure, un meurtre? Il fut enterré au cimetière Montparnasse. Quand la femme de ménage de Cézanne lui apporta la mauvaise nouvelle de la mort de Zola, Cézanne hurla « Allez vous faire foutre, qu'on me laisse seule !» Il s'enferma dans son atelier, inconsolable. 4 ans plus tard, Cézanne mourut d'une pneumonie devant la montagne Sainte-Victoire. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.